gens qui étaient condamnés à 5 voire 10 ans de prison se retrouvent libres comme l'air. Lorsque je vous dis que l'appareil judiciaire, le qualificatif qu'on lui donne aujourd'hui ne devait pas l'être et ne doit même pas l'être, cela veut dire quoi, madame? Lorsque les Koulouna sont arrêtés, ils sont d'abord entendus par la police, parce que ce sont les premiers qui les appréhendent. Les dossiers sont ficelés au niveau de la police. Les dossiers ficelés au niveau de la police sont transmis au parquet. C'est à ce moment-là que les services judiciaires prennent en main le dossier. Mais de quoi est constitué ce dossier? Lorsqu'un magistrat vous entend, il vous entend en respectant la loi sur laquelle, la loi que vous aviez violée. C'est cette loi-là que le magistrat respecte. Les éléments constitutifs d'infraction, sont-ils réunis ou pas? Y a-t-il des preuves dans les dossiers? Y a-t-il un commencement de preuves dans les dossiers? Voilà des éléments qui vont conduire l'intime conviction du juge ou du magistrat qui instruit les dossiers en ce moment-là. Ce n'est qu'en dans le cas où toutes les conditions sont réunies que le magistrat enverra la personne en prison. Et à ce moment-là, le dossier quitte chez le magistrat, va chez le juge, qui devra faire un procès autour de la question. Mais le droit, c'est une large forêt, si je peux l'appeler ainsi. La personne qu'on accuse, la personne qui est jugée, la personne qui est condamnée, a aussi le droit d'introduire un recours. Mais si au cours du recours, une juridiction supérieure estime par rapport aux éléments du dossier qu'il va falloir que celui qui a été condamné à 20 ans, celui qui a été condamné à 10 ans, puisse réduire la peine en 5 ans, 2 ans, 1 année, et qu'au lendemain, la personne retrouve sa liberté. La justice a fait son travail. Il faut simplement connaître les règles qui conduisent nos instances judiciaires. Maître Lendo, vous êtes aussi avocat, je l'ai dit en début d'émission. La justice n'arrive pas à venir à bout du phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna, non seulement le déploiement de ces jeunes inciviques, mais aussi toute la procédure qui s'en est suivie, met à nu, si vous voulez, la déliquescence de notre justice. Voyez-vous, ça il faut le reconnaître, la justice pose de sérieux problèmes. Et quand on dit la justice, mais ce n'est pas seulement le parquet, ce n'est pas seulement les cours et tribunaux, c'est aussi la police. Parce que les policiers sont dans la trame. Et ça, je vous parle en ancien magistrat du parquet. Les policiers sont dans la trame, en fait, de l'administration de la justice. Et ils sont OPJ. La police, c'est la première étape. La police, c'est la première étape. L'arrestation, l'interpellation. Mais ce sont des OPJ. Ce sont des officiers de la police judiciaire. Ce ne sont pas des officiers de la police policière, mais des officiers de la police judiciaire. Quand ça ne va pas au niveau de la police, en tant qu'OPJ, donc ça ne peut pas aller au niveau du ministère public en tant que parquet ou comme vous voulez dans sa hiérarchisation. Et là je pense sincèrement, c'était un casus gouvernandi. Donc c'est-à-dire un cas qui se pose à la gouvernance. Et il faut y administrer des réponses cohérentes. Voyez-vous, Maître Nyoka parlait de collecte de données délictueuses, n'est-ce pas? Mais un OPJ qui n'est pas bien outillé... Des dossiers souvent vides. Mais c'est ce que je dis. Un OPJ qui n'est pas bien outillé scientifiquement, je suis opposition scientifique, nonobstant la première question. Voilà un OPJ qui n'est pas bien outillé scientifiquement. Mais nous voyons ça même en tant qu'avocat. L'OPJ arrête là où il ne faut pas arrêter. L'OPJ présente un soi-disant délicat au parquet, alors que l'affaire pouvait connaître un dénouement au niveau de la police judiciaire. Là, ce sont des cas pour lesquels il ne faut pas dire non, ça va. Ah non, si nous continuons à dire ça va, nous allons continuer à multiplier d'erreurs, et d'erreur en erreur, nous n'aboutirons pas. Il faut, comme nous l'avons dit, l'adage dit, il est vrai que nous fermons les yeux aux morts, mais les morts nous ouvrent aussi les yeux. C'est un proverbe togolais. Donc, tout ce qui s'est passé nous impose, en tant que politique, en tant qu'opérateur judiciaire, à revoir notre administration judiciaire, n'est-ce pas? Et il faut aussi que nous arrivions, par rapport au phénomène Koulouna, à poser un diagnostic réel, en nous disant que... Justement, par rapport au diagnostic, comment sommes-nous arrivés là? Beaucoup évoquent la paupérisation, le chômage, la misère, la pauvreté, le faible pouvoir d'achat. Je vais vous dire rapidement une chose. À l'opposition scientifique, nous avons fait notre diagnostic. Le problème de ces pays, c'est quoi? Nous disons à l'opposition scientifique, la solution au problème qui se pose ne peut avoir que 3 piliers. Le premier pilier, madame, la restauration de la famille. N'est-ce pas? Il faut reconnaître que nous sommes un État sans famille. Nous étions des enfants hier, on nous identifiait par rapport à l'éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est pourquoi on disait,
Mais Mamina, toi aussi, dont les parents sont des protestants, tu te comportes comme ça dans la société. On nous a fait comme ça. Mais Ernestine Nyoka, toi qui es la fille d'un enseignant, tu fais ça. Mais aujourd'hui, la famille est désarticulée. Les parents ne suivent plus. Il n'y a plus de trame, je dirais, il n'y a plus de trame transcendantale. On ne peut plus identifier le père par son fils. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'école. Un enfant se forme en tant que citoyen d'abord dans sa famille. Mais la famille, ben, elle n'existe plus. N'est-ce pas? Et l'école. Qu'est-ce qu'il veut encore l'école dans ces pays? Hier, on y allait pour apprendre dans le sens du civisme, dans le sens de la citoyenneté. On nous apprenait le 14 octobre la naissance du guide bien-aimé. N'est-ce pas? L'école, elle est où aujourd'hui? Donc voilà, l'enfant qui a quitté la famille, qui a raté l'éducation de la famille, elle vient à l'école, elle rate l'éducation à l'école. Et l'État, la restauration de l'État. Donc il faut restaurer la famille, il faut restaurer l'école, il faut restaurer l'État. Dans la restauration de l'État, c'est là où nous allons rencontrer tous les problèmes ou toutes les failles qu'il y a lieu de souligner ici. Et je vous parle en tant qu'opérateur politique, en tant qu'opérateur judiciaire. Notre justice laisse à désirer sensiblement. Il faut y réfléchir, il faut y donner des thérapeutiques appropriées. Donc voilà au niveau du troisième pilier, la restauration de l'État. Mais là, il y a le salaire. N'est-ce pas? On ne vit pas l'État. Les parents qui quittent sa maison, et les parents habitent Kimbanse, qu'ils travaillent en ville. Ils quittent la maison à 5 heures pour ne pas être en retard à 7 heures. La maman, dans le temps, les mamans attendaient que le papa ne vienne. Mais aujourd'hui, le papa va à l'Onatra, la maman va à Libongo. Et les enfants grandissent comme des louves et même des louveteaux dans la forêt. Ils ne sont plus encadrés. À l'école, c'est du théâtre que l'on voit. On ne cherche plus, comme dit la Bible, le cœur intelligent cherche la science, mais ici, chez nous, on cherche les diplômes. Et vous voyez les balais des diplômes d'État. Et diplôme d'État, 83%. Vous allez faire quoi? Je vais faire la marketing. Où c'est? À la ISI. Voilà. Et on s'en accommode. Et l'État, c'est la justice. Aujourd'hui, on parle du salaire de magistrat, mais je parie, et je peux parier là-dessus en tant qu'ancien magistrat et avocat, on peut donner à cette étape à nos magistrats 5 000 $. Mais le problème de la justice ne se tarirait pas pour autant. Il faut une réflexion profonde dans l'administration de la famille, dans l'administration de l'école et dans l'administration de l'État. Maître Nyoka, tout est mort. Voilà pourquoi le phénomène colonial prend de plus en plus de l'ampleur. Je ne dirais pas tout est mort, sans souscrire à 100% à l'étude de l'analyse qu'a faite Pati Lendo. Moi, je dirais plutôt, il est vrai, il y a la pauvreté, qui est un mot qui engendre beaucoup de choses. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi, vous savez, même à l'époque coloniale, tous les parents n'étaient pas riches, mais il y avait un sens de moralité. Il y avait un minimum de confort. Il y avait un sens, d'abord Mamina, un sens de moralité. Un minimum de confort. Vous pouvez avoir le confort, vous pouvez avoir la richesse, mais si vous n'avez pas le sens de moralité, eh bien vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas d'éducation correcte à donner aux enfants. Il y a un dicton, un vieux dicton si vous ne distinguez pas le sens du bien et du mal, je vous dis que vous aurez des problèmes à pouvoir évoluer dans la société. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Le droit sur lequel nous nous appuyons, l'une de ses sources principales, eh bien c'est la morale. C'est une question de morale avant toute autre chose. Et donc, je dirais, c'est vrai, la pauvreté, c'est un des grands mots. Au-delà de la pauvreté, il y a l'oisivité. Les jeunes gens qui n'ont pas de travail, les jeunes gens qui n'ont rien à faire, ils se retrouvent qu'eux aussi ont des besoins. Sous d'autres, si on les occupe, il y a des centres de jeunes, des carrefours des jeunes. Chez nous, nous avons aussi, à l'instar des choses l'INPP, où on envoie les jeunes en formation. Pas plus tard que l'année passée, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait fait organiser le ramassage d'un grand nombre de jeunes gens que nous appelons communément Chege, qui étaient sur la route, qu'on a envoyé à l'INPP. Aux frais évidemment de la province. Ces jeunes gens ont été encadrés, on leur a appris le métier et les jeunes gens, on leur a donné un minimum de petits boulots à faire. Eh bien, la morale est une grande question. Mais moi je dirais ceci, au-delà de cette morale, même lorsque nous allons à l'école, il faut introduire dans nos programmes la question de la citoyenneté, du cours de civisme. Hier, quand bien même les parents avaient un petit confort ou bien avaient des petits moyens,
l'on savait quand on allait à l'école que ça c'est un bien public, c'est un bien à respecter. Mais nos jeunes gens aujourd'hui vont à l'école, le banc, ils les partagent, ils savent que le banc, là, il va le laisser à une autre génération, sinon à d'autres élèves qui viendront les années qui vont suivre pour utiliser le même outil. Mais ces jeunes gens vont gratter sur ces bancs, ces jeunes gens vont détruire cet outil qui peut servir à d'autres. Il y a des notions qu'il faut apprendre aux jeunes pour que comment je dirais, leur éducation, sinon, le cerveau là, c'est un ordinateur, ça emmagasine beaucoup de choses. Plus on grandit dans une situation assez simple, plus on retient des choses qui peuvent vous servir pour l'avenir. Et donc, la pauvreté est un grand mot. La pauvreté, c'est vrai, elle entraîne beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Si aujourd'hui, on reproche à la police autant de bavures, moi je crois que lorsqu'on a lancé l'opération Lukofi, bien même avant de lancer l'opération Lukofi, la MONUSCO a toujours fait des patrouilles dans cette ville de Kinshasa avec les services de nos polices. Circulez le soir dans la ville de Kinshasa, vous verrez comment les policiers ou les militaires de la MONUSCO sont dans leurs véhicules en train de sillonner nos villes. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, lorsque l'on dit qu'on a fait des exécutions sommaires et qu'on a retrouvé des jeunes gens morts sur les rues, je crois que les services de MONUSCO qui font les patrouilles auraient pu amener de vraies informations, auraient pu amener réellement des preuves des gens qui ont été tués, des corps qu'on a ramassés et des corps qu'on a jetés. Sinon, on a l'impression finalement, c'est un acharnement contre la RDC, c'est un acharnement contre nos services judiciaires et c'est un acharnement contre la police qui tente tant bien que mal de pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens. Vous parlez de la MONUSCO, la même MONUSCO sous la barbe de qui 200 personnes ont été massacrées à Béni, massacre attribué aux ADF. Et même ils ont été attaqués à Béni, ils ont compris l'ampleur du risque, sinon du danger, que pour pouvoir apporter plus d'assistance à la population. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, pour le cas de Scott Campbell, ils avaient des éléments pour pouvoir mieux analyser. Vous l'avez déjà dit. Le même rapport qui a pris en compte le Human Rights, ils auraient pu, avec des éléments probants, pouvoir discuter avec le gouvernement. On passe à Béni, les 200 personnes tuées en moins de 6 semaines. La MONUSCO est là, la brigade internationale également. Ça a montré leurs limites? Mais je l'ai dit quand je parlais de Aristoteles Dixit. Donc il ne faudrait pas que le Congolais pense que tout ce qui vient de l'extérieur est forcément vrai. Ah non! Nous sommes ici opérateurs. Nous avons la même science que nos amis des autres continents ou des autres pays. Mais néanmoins, nous disons en tant que scientifiques, c'est que nous devons arriver à faire taire nos passions. Il y a trop de passions, voyez-vous. À Béni, la MONUSCO est là. Souvenez-vous de plusieurs marches que j'ai notées, à Goma même, où la population faisait des marches pour dire à MONUSCO, mais soyez dehors, nous ne voyons pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes venus, nous semble-t-il, pour que nous ne puissions plus mourir. Mais pendant que vous y êtes, nous continuons à mourir. Mais il y a des raisons de pouvoir interroger l'essence même de cette mission onusienne pour savoir si effectivement on doit continuer avec ça. C'est autant dire que... 15 ans déjà en décembre, 15 ans de présence en RDC, la MONUSCO. Oui, mais notre position, elle est claire. Le pays ne doit pas continuer à avoir des charges autour de lui, sur lui. Ah non, il faut que nous arrivions à nous assumer. À 15 ans, l'enfant est déjà prémûr, si vous voulez. Donc il ne faut pas continuer. À 15 ans, continuer à demander à la maman pour qu'elle vous tête. Nous pensons que le gouvernement, encore une fois, doit se mesurer par rapport à ses charges, à ses obligations régaliennes, de pouvoir s'affirmer en tant que gouvernement d'un État souverain et à répondre réellement aux attentes du peuple sans qu'elle puisse avoir à tout moment des béquilles à ses côtés. Il ne reste que 5 minutes. Maître Nyoka, le débat n'est plus tant dominé par la révision constitutionnelle à la majorité depuis la chute de Compaoré. Ça a calmé les ardeurs, on dirait. Je vous signale, madame, que le débat n'a pas été axé sur la révision constitutionnelle. Je crois que peut-être que... C'était sur quoi, là? Les débats que l'opposition avait soulevés étaient sur l'article 220. Lequel article 220
à des éléments verrouillés, lesquels l'article 220... Il y a une proposition de loi hein, je suis à l'Assemblée nationale. Si je vous réponds, il faut faire la part des choses. Sur le mode de scrutin des il faut faire la part des provinciaux. Il faut faire la part des choses. Le 220 ne vient pas au rendez-vous pour une révision constitutionnelle. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Moi, je n'ai pas évoqué le 220. À la majorité présidentielle, le débat est d'actualité. Quel est le débat d'actualité? C'est qu'au niveau du gouvernement, des projets de loi ont été déposés au bureau de l'Assemblée nationale pour faire une révision. La révision portant sur, je crois, l'article 197, 197, je pense, hein, sur le mode de scrutin des députés provinciaux. Voilà la question qui est posée. Et aussi autour de la loi électorale. Voilà les questions qui sont posées. Là, la majorité, sinon le gouvernement, a axé sa demande sur l'article 218, tel que la Constitution le veut elle-même. L'un des acteurs qui peut demander une révision constitutionnelle. Vous oubliez la pétition Machala. Vous oubliez la pétition Machala. Et donc, au rendez-vous n'a pas été l'article 220. La pétition Machala. Au rendez-vous, Madame Mamina, moi je serais étonné de constater qu'un citoyen congolais ne puisse pas émettre un point de vue. Je serais étonné. Et je serais étonné parce que dans l'article 218, il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte pour demander une révision constitutionnelle. Il n'y avait pas que cette pétition, il y avait aussi des bourses de la majorité qui ont exprimé leur volonté de que mon camarade du parti, Machala, récolte les pétitions pour une révision constitutionnelle. Il faut qu'on fasse la part des choses. Lorsque l'on mélange le 220, qui n'appelle pas à la révision constitutionnelle, et le 218, qui appelle à la révision constitutionnelle, je crois qu'il y a une amalgame qui est faite dans l'esprit des choses, de nous les hommes politiques, et lesquels amalgame nous transmettons à la population congolaise. Disons-leur la vérité. Okay. Selon certaines sources, Maître Lendo, on s'acheminerait vers l'élection du président de la République au Parlement, comme Kasavubu en 60. Ce système vous arrangerait-il? Vous savez, Spinoza, un des faiseurs de l'opinion internationale, même de la pensée internationale, Spinoza disait encore qu'il faut que les gens soient contraints de gré ou de force à vivre selon les préceptes de la raison, n'est-ce pas? Et m'accrochant à ces préceptes de la raison, je ne suivrai pas les rumeurs. On veut faire de l'élection du président au second tour comme sous l'époque post-indépendance, eh bien, n'ayant pas vu un document dans ce sens, je ne pense pas. Et je ne voudrais pas croire aussi que cela soit d'actualité. Mais néanmoins, je pense sincèrement que nous devons... La perspective d'un dialogue majorité-opposition. Je peux me demander pour décrisper l'atmosphère. Je peux me demander en concertateur s'il faut vraiment confiner la réalité de mon pays dans des dialogues, voyez-vous. Et le dialogue, il est permanent. Mon ami Nyoka, il est de la majorité. Les concertations ont suffi. Les concertations ont suffi. Vous y étiez. J'étais en concertation. Je cherche les résolutions des concertations dans l'espace, n'est-ce pas? Et moi, je pense que l'homme n'a pas la même vertu que le chien. Le chien peut revenir sur ce qu'il a déjà vomi. Les vomissures ne rentrent plus dans l'homme. Pour avoir participé aux concertations, je continue à chercher les résolutions et je me dis... C'est une comparaison osée quand même. Non, je vous dis, je suis de ceux qui estiment qu'aux concertations, nous n'avions pas seulement parlé des aspects politiques, nous avons parlé Koulouna. Et je me souviens du rappel que j'avais fait à la commission ad hoc qui s'occupait du problème de la jeunesse. Nous étions là au DDR, quand nous parlons des groupes armés, des milices. Nous avons même rappelé, c'est pourquoi je suis dans la raison. Vous savez, le président de la République avait dit, madame, en 2006, premier discours d'investiture, et le président a parlé de la jeunesse. Ça, je rappelle ça à mon ami Nyoka de la majorité. Nous aurions voulu que la majorité, c'est pour mieux aider le chef de l'État, se mettre à suivre... Comme cela se disait dans ces pays, la pensée du chef. Le président parlait de la jeunesse en 2006. Il faut lire le discours d'investiture. Le président avait déjà tiré sur d'alarme. La jeunesse mérite suffisamment d'attention du gouvernement. Si le président avait été suivi par ces différents gouvernements, croyez-vous qu'on arriverait à cette histoire de clown aujourd'hui? Ah non. Donc voilà, le dialogue, il est permanent. Mais ce que nous ne voudrions pas faire de la RDC
un pays de succession de dialogues. Où vous dites aujourd'hui quelque chose, vous ne le faites pas, c'est ça les vomissures. Après demain, vous revenez encore et vous dites des choses, vous ne le respectez pas. Là, ce n'est pas bon. Et je pense que cela ne peut pas être le propre du politique, en tout cas auquel je veux bien appartenir. Merci beaucoup, Maître Patilendo, Maître Nersi Nyoka, d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici en rediffusion jeudi 8h30, 12h sur Canal Sat seulement. On se retrouve la semaine prochaine.